Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là parce que apparemment après le déjeuner tout le monde quitte, mais ça fait vraiment plaisir en tout cas. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important, qui est la souveraineté des données. Donc je pense que tout le monde il a déjà eu des informations sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux en général. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ces données, on ne sait pas comment on les utilise, on ne sait pas où elles vont, mais on sait qu'on les utilise quelque part pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, dans notre sujet aussi aujourd'hui, donc Data Sovereignty in Tunisia and around the world. Donc, rapidement, je me présente. Khaled Hafaïd, voilà, je suis le fondateur de iPact qui est basé au Canada. On a une filiale ici au Lac 2 en Tunisie. On est spécialisé dans tout ce qui est high-tech. Donc, on développe des solutions aussi dans l'intelligence artificielle, DevOps, les technologies web, mobiles, tout ça, mais aussi dans tout ce qui est formation, coaching, soft skills, hard skills, tout ça. J'ai un doctorat en sécurité informatique, donc de l'Université d'Ottawa. J'ai aussi enseigné dans quelques universités ici, notamment Esprit. Et voilà, donc on va commencer. Alors, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a 2,5 quintillion-bytes de données par jour? Ça veut dire là où vous allez, quand vous voyagez par exemple, vous faites le check-in, votre bagage, votre passeport, vos identifiants. Là où vous partez, sur les réseaux sociaux, quand vous vous réveillez, vous prenez votre café, vous utilisez les réseaux sociaux, tout ça. Le soir, quand vous achetez le e-commerce, tout est traçable et tout est utilisé sur Internet. Donc, vous pouvez voir ici que le volume de l'information, il est exponentiel. D'accord? Donc, j'imagine dans moins d'un an, ce chiffre, il va probablement doubler. Donc, c'est exponentiel dans la nécessité de comprendre la notion de la souveraineté des données. Donc, aujourd'hui, on parle de service providers, notamment Google et Facebook, qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les data brokers modernes. D'accord? Les data brokers, c'est eux qui stockent des données et qui peuvent les utiliser c'est des third parties qui peuvent utiliser ces données-là pour différentes raisons. Alors, donc, mais concrètement, à qui appartient ces données-là? Est-ce que moi, aujourd'hui, quand je crée un compte sur Facebook, je fais mon profil, je crée mes informations, est-ce que ces données m'appartiennent ou pas? Alors, on va répondre à cette question. Probablement pas, malheureusement. D'accord? Alors, on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, il y a deux hypothèses. Donc, on a ici le data owner, c'est celui qui a créé l'information, d'accord? Et il y a le deuxième qui est le service provider ou le fournisseur du service, comme on a vu, Google et Facebook sont les plus modernes aujourd'hui. Donc, le premier, il prétend que les données lui appartiennent, d'accord? Parce que c'est lui qui les a créées, c'est ses propres données finalement. Voilà, la propriété des données. Alors, because I was responsible of collecting it. And they belong to me. Ces informations m'appartiennent. Donc finalement, il prétend que ces données lui appartiennent. Le deuxième groupe, qui sont les service providers, comme notamment Google et Facebook et beaucoup d'autres, ils prétendent que ces données leur appartiennent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont responsables de gérer, de stocker ces données-là. D'accord? Alors, qui on va croire entre les deux? Alors, qui est avec le premier groupe déjà? Le premier groupe, oui. Non, personne? Qui est avec le groupe numéro 2? Ça appartient à Facebook, oui. C'est ça? Hein? Alors, donc selon la majorité, on est à moitié-moitié. Non? Exactement. C'est un point très C'est-à-dire, important. je m'excuse, Pardon. tu as utilisé le système de Facebook, chauffe la ligne en bas, c'est-à-dire, tu as donné la propriété à Facebook sans que vous sachiez. Exactement. Exactement, merci pour Parce cette... que, je m'excuse, il y a la propriété intellectuelle, s'il est scientifique, etc., il y a la propriété qu'on appelle industrielle.
vous n'avez pas protégé les données نتاعك من الأول ولهذا vous n'avez rien à défendre. Exactement, merci pour cette belle intervention. Monsieur, votre prénom? C'est Yahya. Alors, c'est Yahya Youssef. Merci pour l'intervention. Alors, effectivement, quand on crée un compte sur Instagram ou sur Facebook, malheureusement, donc automatiquement, on cède à la propriété de ces données. D'accord? Et ils peuvent aussi l'utiliser. Et ils gagnent beaucoup d'argent à travers ça. D'accord? Alors, donc, il y a une vraie guerre, en fait, d'entre ceux qui collectent les données ou qui sont propriétaires concrètement de ces données et le deuxième groupe qui est ici le broker, service broker ou le service provider qui prétend que ces données lui appartiennent. Et donc, il y a bien sûr des risques quand on donne nos données à des parties externes qu'on appelle third parties ou tierces parties. Qu'est-ce qui arrive? Déjà, les fraudes peuvent augmenter. D'accord, d'une façon significative, parce que ces données-là ne sont plus, ils sont déjà partagées. D'accord. Deuxièmement, l'information, elle est en fait partagée d'une façon très très rapide. Vous voyez les reels aujourd'hui sur Instagram, tout ça. Vous le partagez, vous croyez qu'il y a seulement des centaines qui peuvent voir ça, mais finalement, on peut les partager même dans d'autres pays, dans d'autres qui ont les mêmes intérêts peut-être. Parfois, ça vous arrive de trouver des stories ou des reels sur Instagram de d'autres pays que vous ne connaissez même pas. D'accord? Alors, high risk of negative opinions. Bien sûr, il y a une grande partie de personnes qui sont contre ça. Malheureusement, on va voir les mécanismes de défense et tout, de protection de données. Mais la majorité des personnes sur la planète, une grande partie des milliards de personnes, ne savent pas que vraiment que ces données-là, comment ils sont utilisées, où ils vont. Et en général, on a des opinions négatives par rapport à cela. Alors, aussi, tout ce qui est cyber attacks, tout ce qui est les manipulations, bien sûr, la mauvaise utilisation des données. Et donc, il faut avoir des alternatives. Mais de quelle alternative on parle? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup le SaaS, le IaaS, le PaaS, Service as Infrastructure, donc Platform as Infrastructure, Service as Software as a Service, Platform as a Service ou Infrastructure as a Service. Alors, quand on nous dit Infrastructure as a Service, est-ce que vraiment on a l'infrastructure? Est-ce que je suis souverain de cette infrastructure-là? Tout est sur le cloud, non? Même s'il me vend il me loue son infrastructure. Alors, ces informations sont très importantes. Alors, donc, finalement, pourquoi c'est important de parler de la souveraineté? Parce que finalement, si on ne la considère pas, on peut perdre tout un business. Si on est un État, on peut tout simplement s'effondrer en termes digital. D'accord? On a vu des exemples, sans parler de la Libye, sans citer beaucoup d'exemples, où la Libye qui a acheté des avions des avions français, et quand on a voulu utiliser ses propres avions, on a balayé les fréquences, on a vraiment fait tout mal fonctionner, et puis il n'y a plus d'armée, par exemple. Il n'y a plus de moyens de communication, il n'y a plus rien. D'accord? On peut localiser quelqu'un, donc ça, il faut faire très attention à tout ça. D'accord? Donc finalement, si vous êtes un business et vous ne prenez pas en considération cela, aussi vous pouvez ruiner votre business. On prend l'exemple de Huawei, pardon. Et quand il y a eu la guerre entre la Chine et les États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Huawei, elle a perdu une grande partie de ses données et de tout ce qu'elle possédait dans les pays plus ou moins les pays occidentaux et surtout bien sûr aux États-Unis. Et donc, ça a failli détruire complètement la société. Et donc on va poser aujourd'hui 5 questions, juste pour une prise de conscience. Alors, la première question, est-ce que nous sommes aujourd'hui immunisés contre tout ce qui est les attaques, les cyber attacks? Est-ce qu'on est immunisé contre ça? C'est une question très importante, parce qu'aujourd'hui, si vous mettez Digital Attack Maps Worldwide, vous allez trouver en temps réel, maintenant, le nombre d'attaques, d'accord, qui se font à travers le monde chaque seconde. D'accord? Et vous allez être impressionné parce que comme vous le voyez ici, le nombre d'attaques est très élevé, notamment entre les deux continents, bien sûr, l'Asie et l'Amérique du Nord, mais aussi l'Europe, un peu moins en Afrique. Alors, deuxième question, est-ce que nous sommes immunisés contre le data scrapping? Le data scrapping, c'est quoi? C'est en fait les robots. Vous voyez, quand vous vous connectez, on vous dit
faites une authentification, est-ce que vous êtes un robot, il faut cocher ça. Ça, c'est juste parce qu'un robot, il a du mal à cocher, à comprendre ça. Donc, nous, on va vérifier qu'on est un être humain. Est-ce que, are you human or not? Et donc le scrapping, c'est quoi? C'est des robots qui sont automatisés, qui sont programmés pour collecter des données, sans que vous le sachiez. D'accord? Vous n'êtes même pas conscient de ça. Sur LinkedIn, et ça arrive, il y a des milliers de personnes qui travaillent sur ça. Hein. D'accord? Et parfois, on peut avoir certains accès. Il y a aujourd'hui des PFE qui se font, ou des projets, où LinkedIn vous permet d'utiliser certaines données. Mais en général, on vous bloque. Ça veut dire qu'on développe toujours des solutions pour vous bloquer. D'accord? Si on voit qu'il y a un robot, par exemple, qui n'est pas, on voit qu'il y a une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine, qui est en train de parcourir plusieurs pages et qui collecte des données, on va l'arrêter. Mais, bien sûr, oui. Il y a des robots légaux, mais là, bien sûr, il faut passer par celui qui a l'application. D'accord? Alors, mais la grande majorité, bien sûr, n'est pas légale. Alors, donc, right to privacy. Donc, finalement, on a tous besoin d'avoir une certaine privatisation de nos données personnelles parce que c'est un droit. Alors, troisième question, imaginez que vous avez des données importantes. Vous avez un événement comme aujourd'hui, par exemple, le TDS, et tout d'un coup, les data centers, ou alors, ça veut dire tout le système ici digital, qui est, par exemple, supposons qu'il est sur un data center quelconque, eh bien, il s'arrête. Qui est responsable? Qui est responsable de l'arrêt de l'événement? Qui est responsable des coûts? Qui est responsable des pénalités? Tout ça. Qui est responsable légalement, surtout. D'accord? Alors, vous pouvez voir ici les 4 plus grands service providers, parmi les plus grands au monde. On a notamment Google, Microsoft, Amazon, et bien sûr Alibaba qui est le seul asiatique, qui est chinois et qui devient aussi aujourd'hui très très important sur le marché mondial. Alors vous pouvez remarquer que Google par exemple, il a une partie qui se retrouve bien sûr en Amérique du Nord, qui est en bleu ici, mais il a aussi une autre partie de ces données qui sont stockées de data centers qui se retrouvent en Chine, d'accord? Plus que la moitié. On voit aussi Microsoft, Amazon, c'est un peu le même cas, donc ils sont plus ou moins dispersés. D'accord? Alors que ici, la Chine, donc Alibaba, la grande majorité de ces données, ces data centers se trouvent en Chine. Pourquoi il faut se poser cette question-là? D'accord? Parce qu'en fait, on va voir qu'il y a des institutions qui réclament plus la souveraineté. Et donc, que des données, une entreprise qui est, par exemple, chinoise, elle doit en grande partie, à 75% ou 80%, avoir ses données en Chine. D'accord? Alors que d'autres pays, comme par exemple les pays occidentaux, eh ben, ce n'est pas un problème pour eux parce qu'en général, ils se retrouvent déjà partout dans le monde, donc ils sont en faveur des entreprises. Donc on a 2 modèles ici. On a des entreprises qui sont en faveur de l'État ou de l'institution, d'accord, comme le modèle chinois. Et on a des États qui sont en faveur des entreprises, comme le modèle occidental. D'accord? Alors, donc, 4e question, qu'est-ce qu'on peut faire contre Google et Facebook si jamais ils utilisent nos propres données? Alors, on sait déjà qu'ils utilisent nos données, on ne le sait pas, on ne sait pas pourquoi et comment ils le font, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils les utilisent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, moi, aujourd'hui, comme individu, qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter ça? Ou comme pays, quel droit j'ai, quelle législation ou quelle réglementation me permettent aujourd'hui de me défendre? Alors, on prend l'exemple de la France qui a légalement fait plainte contre Google Street View parce que Google Street View, à un certain moment, il prenait des images, d'accord, en temps réel et ça, des rues, d'accord, pour faire le mapping de toutes les rues. Et à un certain moment, il devait, par erreur, il a pris des photos de plusieurs personnes, d'accord, dont certaines personnes ont vu leur visage, ça veut dire apparaître. Et donc, ils se sont plaints, et donc la France ici s'est plainte. Alors, donc, 5e question. Finalement, est-ce que l'État, il doit être au service des entreprises ou les entreprises doivent être au service de l'État ici? D'accord? Donc ça, c'est la plus grande question ici. Il y a une guerre entre 2 grandes écoles. La première école, donc, bien sûr, c'est l'école occidentale.
Donc, data sovereignty is subject to the laws of the country in which it's located. Ça veut dire que les données appartiennent à qui finalement ici pour eux? Au pays où ces données se trouvent. Pas à qui réellement elles appartiennent, pas celui qui l'a créé, mais où elles se trouvent, où elles sont stockées. Et puisque les data centers, la grande majorité, se trouvent dans les pays occidentaux, et donc c'est pour ça qu'ils défendent cette hypothèse-là. D'accord? Et c'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Alors, on peut voir ici que la grande partie des data centers, en tout cas les plus grands data centers, se trouvent la grande majorité, dans les pays occidentaux. D'accord? On peut voir ici les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils défendent cette théorie-là, que la souveraineté appartient au pays où ces données se trouvent et sont stockées. Où elles se trouvent, oui. Oui, oui. Je m'excuse. Oui, oui. Si nous, on a beaucoup de call centers, etc., en Tunisie, l'information, elle appartient, par exemple, à la France. Mais nous, on travaille avec le big data français. Mais le big data, on a, comme on dit, l'infrastructure, le cloud, etc., se retrouve en Tunisie. Est-ce que, parce qu'elle se trouve en Tunisie, elle appartient à la Tunisie ou à la France? C'est le même cas exactement pour le jean. La marque, c'est une marque américaine-française, mais elle était fabriquée une partie en Tunisie, une partie au Maroc, une partie à l'Égypte. Alors le jean, elle appartient à qui? Ça, c'est le plus important. Alors, excellent, on va répondre à cette question. En fait, si on a en fait une souveraineté, la question qui se pose ici, pour répondre rapidement, c'est la souveraineté de l'infrastructure. Qui possède concrètement cette infrastructure-là? D'accord? Donc, si nous possédons l'infrastructure, finalement, donc on peut être souverain si techniquement on a les moyens nécessaires et légalement aussi. D'accord? En Tunisie, il y a une partie qui nous appartient. Alors, je vais parler un peu du cas tunisien, parce qu'à un certain moment, oui. Excellent. J'ai contourné la réglementation européenne. D'accord. J'ai contourné, je n'ai pas détourné. Détourné, je vais au prison. Contourner العقد بالقانون. علاش نقول لك هكا؟ الكلهم يلعبوا بالقانون. يجيوا لي نحن هوني الكل بلا سيما بروبريتي. لكن هو العقد بالقانون. ولهذا انا وانت كل تعيش تتكلم. شرفوا. Alors, je propose un truc, monsieur, merci pour l'intervention. On va laisser Khald continuer le speech. Après, on prendra le temps de poser des questions. Oui, oui. C'est un très grand débat. Oui, effectivement. On en reparlera, monsieur, suite à l'intervention. Hein. C'est faux, parce qu'on parle nous d'économie réelle, mais il y a l'économie souterraine. Dans l'économie souterraine, on va trouver ces gens-là qui veulent protéger leurs intérêts. Exactement. L'économie souterraine. C'est pas logique. Exactement, oui. Donc, c'est encore un grand débat. On va répondre. Merci monsieur Yahya, c'est ça, pour votre intervention. Alors, donc, comme j'ai dit ici, donc, on a la deuxième école. Donc, on a parlé de la première école, qui est l'école occidentale, d'accord, qui prétend ou réclame que les données appartiennent à ceux où les données se trouvent, d'accord. La deuxième école, qui a été, bien sûr, proclamée par les pays du BRICS, alors,
Qu'est-ce qu'elle dit ici? C'est que la souveraineté finalement des données appartiennent au pays où ces données ont été créées. D'accord? Donc ça, c'est la plus grande différence entre ces deux groupes-là. Donc la première école, les données, la souveraineté, donc, appartient au pays où les données ont été donc stockées. Et la deuxième école, c'est les pays, donc la souveraineté appartient aux pays où ces données ont été collectées. D'accord? Notamment, on parle des pays du BRICS, donc on a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, mais d'autres pays qui sont en train de suivre cette tendance-là. Pourquoi alors ces pays défendent cette hypothèse-là? Tout simplement parce que ces pays, comme on a dit, ils veulent mettre les entreprises en faveur de l'État, d'accord? Et donc, c'est les entreprises qui servent l'État et non pas l'inverse. Et donc, on peut avoir ici que la Chine, l'Inde, la Russie, ils ont les plus grandes mesures en termes de localisation, en termes de supervision de données, de traçabilité de données, tout ça. D'accord? Contrairement aux pays européens qui sont ici en bas. Alors, donc finalement, il y a une confusion entre les owners, ou ceux qui créent l'information, et ceux où les informations sont stockées. Alors, on a parlé ici des infrastructures, notamment. Alors, finalement, ici, Internet, elle appartient à qui? Votre IP, quand vous l'utilisez, l'IP, il est américain, d'accord? Il appartient à qui? Toutes les données que vous avez appartiennent à qui? Probablement pas à vous, mais plutôt à celui qui a créé l'IP, qui est les États-Unis. D'accord? Donc, tout ce que vous faites, tout ce qui traverse Internet, il lui appartient. D'accord? Exactement. Et on ne sait pas comment on utilise ça. Alors, ici, on parle de SaaS, par exemple, Software as a Service, PaaS, IaaS. On dit qu'ils sont protégés, ils protègent vos données, tout ça. On parle d'infrastructure as a service. On vous donne toute une infrastructure et on prétend que vos données sont, ça veut dire, donc protégées dans ces infrastructures. Mais ces infrastructures ne vous appartiennent pas finalement. Parce que tout ça, en fait, l'idée ici, est-ce que ces infrastructures vous appartiennent et vous êtes souverain de vos propres données ou pas? Ça, c'est la bonne question à se poser. Et donc, finalement, il faut avoir un certain agrément entre les deux. Alors, mais on va voir un peu une évolution dans l'histoire. Donc, entre 1950 et 1990, tout était centralisé, d'accord? Même en Tunisie, par exemple, vous avez des serveurs, tout est local, on passe l'information avec les câbles, la mémoire, elle est centralisée, il n'y a qu'ici, ça veut dire des personnes qui accèdent, des ingénieurs qui accèdent à cette information, et donc on est souverain à 100%. Ensuite, entre 1990 et 2000, donc on parle de données qui sont décentralisées, on était obligé de décentraliser, parce que tout simplement, on s'agrandit, on est extensible, on suit la tendance, d'accord? Et donc, le ministère, par exemple, on a eu plusieurs instances, on a eu plusieurs ministères. Chaque ministère, il a ses propres serveurs, tout ça. Donc, on a plus ou moins décentralisé. Et là, il y a eu, bien sûr, par exemple, avec la présence de Microsoft, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, vous devez avoir une licence. Là, quand vous achetez, par exemple, vous utilisez Microsoft Word ou n'importe quel logiciel, vous devez avoir une licence. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de ça et donc, ils ont augmenté le nombre de licences qui doivent être vendues, d'accord, avec cette décentralisation. Et donc, ce n'est pas seulement une entité qui doit avoir des licences, mais plusieurs entités à la fois, d'accord? Et donc, on a vendu beaucoup de licences à travers le monde. Et ensuite, après ça, maintenant, à l'époque où on vit, depuis 2010 surtout, on parle du cloud. Donc là, on ne parle plus de licences, mais on parle de quoi? Je vais tout simplement avoir mes informations sur le cloud et rien ne m'appartient, d'accord? Je vais seulement louer, d'accord? Louer des espaces, des serveurs, tout ça, pour pouvoir manipuler, utiliser mes données et tout, mais je n'achète rien, rien ne m'appartient. Alors, on va prendre le cas de la Tunisie, comme étude de cas rapidement. Donc, tout était centralisé au sein de la CNI, le Centre national d'informatique. Entre 1990 et 2000, la décentralisation donc, dans différentes institutions distinctes. On a parlé des licences ici. Notamment, il y a eu une guerre de Microsoft en Tunisie, pour ceux qui l'ont su, par rapport à l'utilisation des logiciels Microsoft. Parce que la grande majorité, on peut avoir aujourd'hui en Tunisie des logiciels qui ne sont pas licenciés. D'accord? Et donc,
Mais ça peut être dans la rue, c'est acceptable. Je peux aller acheter, trouver peut-être ça. Mais si c'est le gouvernement même qui a des logiciels qui ne sont pas licenciés par Microsoft, ça c'est un problème. Et donc Microsoft, elle a ici identifié plusieurs logiciels en Tunisie qui sont utilisés dans le gouvernement tunisien, mais qui ne sont pas légaux. Et donc il y a eu une grosse guerre légale. Et donc le gouvernement tunisien, il était obligé malheureusement de racheter ces licences-là. Libre? Bien sûr, oui. Mais ici, on parle des logiciels de Microsoft, qui sont licenciés. Alors, ensuite, donc, il y a la data qui est disponible sur le cloud. Donc, on peut voir ici la majorité des pays. Donc, il y a plusieurs pays, notamment l'Amérique du Nord, et des pays ici, d'autres pays qui ont des réglementations et des lois qui sont très bien développé en termes de privatisation et de data. Donc ici, d'avoir, ça veut dire de sécuriser les données. Ensuite, on a des pays qui sont en bleu, ici en bleu clair, comme notamment la Tunisie, que vous voyez, que le petit pays ici. Plus ou moins, on a des législations aussi, des règlements qui sont aussi robustes, d'accord? Ensuite, on a les pays en jaune, qui sont plus ou moins modérés, et finalement les pays en vert qui ont, ça veut dire des législations qui sont très limitées. D'accord? Alors on peut voir que dans la région, ici, il y a aussi le Maroc, il y a aussi la Mauritanie qui a fait des efforts, il y a aussi l'Égypte, mais bien sûr, il y a des pays qui ne donnent pas leurs informations, donc qui ne participent pas. Donc voilà, alors quel progrès tunisien maintenant pour finir? Alors la Tunisie, elle est pionnière dans la région depuis 2002 en termes de protection de données, d'accord? Il y a plusieurs lois, bon je ne vais pas citer toutes les lois, mais il y a par exemple la loi 2004-63 en juillet 2004 où on parle de protection des données personnelles. Il y a aussi une autre loi après la Révolution, donc dans l'article 56, 61, 75 donc, de la loi 2015 en août, donc, qui parle, ici c'était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et contre le blanchiment d'argent. Et donc on a ici renforcé les lois pour la manipulation, la mauvaise utilisation des données personnelles. Et finalement, en 2018, donc, la Tunisie, elle a donc proposé un brouillon donc, pour la protection des données personnelles en concordance avec le GDPR, qui est le General Data Protection Regulation européen. D'accord? Alors, donc, est-ce que ça c'est suffisant ou pas? Donc, une dernière question. Alors, comment peut-on avoir notre propre infrastructure? Et combien ça pourrait nous coûter? Souveraine à 100%, comme des pays qui font des efforts dans ça, comme la Chine, la Russie, tout ça. Est-ce que ça nous coûterait $10 000, $100 000, $1 million, $1 billion? Peut-être même plus que ça. D'accord? Mais il y a des efforts qui se font dans, ça veut dire il y a des stratégies qui sont en train de se développer dans ce sens-là. Donc, pour finir ici, la souveraineté des données. En fait, il y a le volet technique qui est très important. Ça veut dire qu'on doit avoir des infrastructures robustes, souveraines, protégées. D'accord? Ça veut dire que techniquement, on doit bien maîtriser ça, être souverain techniquement, mais aussi le volet légal, il ne faut pas l'oublier, parce que qu'on ne veuille ou pas, c'est un rapport de force, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Chacun a ses intérêts. On parle d'un rapport de force, donc il y a le côté technique à considérer et aussi le côté légal. Donc, merci pour votre attention. Encore une fois, et c'était un grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Allez-y, oui. Juste par respect au timing, Khaled, je m'excuse. Donc, s'il y a des questions, ils vont les poser directement. Et on va accueillir le dernier speaker. Je m'excuse. Hein. Alors, on va répondre ensemble aux questions en bas. Absolument, c'est ça. Merci encore. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup.